Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents à ce webinaire de la série EcoTalk Chapitre Saint-Laurent. C'est une série qui a commencé cet été et qui se poursuit au moins jusqu'en décembre, aux 2 semaines. Donc, une semaine, c'est le mardi et 2 semaines plus tard, c'est le jeudi. Toujours à la même heure. Donc, si vous voulez savoir les séminaires qui s'en viennent dans les prochaines semaines, vous pouvez toujours consulter le site web d'EcoTalk et celui de Chapitre Saint-Laurent aussi, où on retrouve ces informations. Alors, d'abord, je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, c'est Dominique Ponton. Donc, Dominique, qui est présentement agent de recherche dans le laboratoire de Marc Amyotte à l'Université de Montréal. Et Marc a une très grande expertise dans le mercure et puis Dominique aussi. Donc, il s'intéresse en ce moment à la spéciation, donc à la forme chimique des éléments traces dans l'environnement et aussi à leur biodisponibilité donc, et leur transfert trophique jusqu'aux effets toxiques. Donc, tout ça dans les environnements aquatiques. Donc, Dominique a fait sa maîtrise et son doctorat à l'INRS à Québec, dans le laboratoire de Landis+Hare. Et ensuite, il a poursuivi au postdoctorat, où il est allé aux États-Unis, à Menlo Park, au United States Geological Survey, donc USGS, un endroit qui est probablement un peu enfumé aujourd'hui, malheureusement. Donc, son doctorat, son postdoc, excusez-moi, portait sur la synthèse et la bioaccumulation des nanoparticules d'argent. Maintenant, aujourd'hui, il s'intéresse aux facteurs environnementaux qui influencent la bioaccumulation du mercure et l'interaction entre d'autres métaux métalloïdes, dont le sélénium, l'arsenic avec le mercure. Donc, voilà, c'est pour l'introduction de Dominique. Aujourd'hui, je suis votre animateur, donc Patrice Couture, directeur d'EcoTalk, et Dominique est aussi impliqué dans la direction du chapitre Saint-Laurent. On a avec nous Lou Paris, qui est aussi impliqué dans le chapitre Saint-Laurent et dans la co-animation de ce séminaire, est aussi impliqué dans EcoTalk, bien sûr. Donc, Lou va diriger la période des questions aussi, ainsi que Isbat Sani, qui est présentement, qu'on ne voit pas présentement, mais qui est bien connectée. C'est elle qui gère tout ça. Et puis, elle est notre coordonnatrice à EcoTalk, donc elle planifie toutes ces choses-là. Donc, je vous demanderais, bon, évidemment, votre micro, de le garder fermé. Votre caméra, c'est comme vous voulez. Et quand Dominique aura terminé, vous pourrez poser vos questions en activant votre micro. Ceci étant dit, vous pouvez aussi, tout aussi simplement, poser vos questions pendant le webinaire, pendant qu'il vous vienne à l'esprit, en écrivant dans le chat. Donc, ouvrez la boîte de conversation qui est dont le petit bouton « Converser » ou « Chat » dans le bas de votre écran. Vous allez voir déjà un mot de bienvenue. Vous pourrez écrire vos questions, les poser à tous ou encore les poser à Lou Paris directement ou à moi-même ou encore, bien sûr, à Dominique Ponton si vous voulez les envoyer en privé. Donc, je vous souhaite un excellent séminaire. Alors, je laisse la parole à Dominique qui va nous donner une présentation d'environ 35 minutes suivie de questions. Donc, bon séminaire. Merci beaucoup, Patrice, pour cette introduction. Je vais partager mon écran comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Super. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques liens entre les cycles du mercure et du carbone dans le paysage québécois. Premièrement, je vais vous présenter mes co-auteurs. Jérémy de Bonville a fait sa maîtrise sur la Romaine et ses réservoirs. Lise Miera-Ferrise a aussi fait sa maîtrise, mais sur les sédiments de la rivière Saint-Maurice. Véronica Storr travaille sur la génomique microbienne avec Lise et Maxime, puis est co-dirigé par David Wash. Raphaël Lavoie a travaillé avec moi sur le transfert trophique du mercure dans la Saint-Maurice.
Maxime Leclerc travaille sur le périphyton de la Saint-Maurice. François Bilodeau et Alain Tremblay sont les scientifiques chez Hydro-Québec qui travaillent respectivement sur le mercure et les gaz à effet de serre. Dolores Planas est co-directeur de Maxime Leclerc. David Wash est co-directeur de Lise et co-superviseur de Véronica. Jean-François Lapierre était le directeur de Jérémy. Paul Del Giorgio a une chaire de recherche industrielle avec Hydro-Québec. Et Marc Amiot est le chercheur principal sur cette subvention qui en est à sa 5e année. Donc, comme vous le savez tous, nous sommes dans une ère de changements globaux où les concentrations de CO2 dans l'atmosphère augmentent, ce qui fait aussi augmenter les températures planétaires. Puis l'accord de Paris de 2015 sur le climat nous presse à utiliser des énergies renouvelables. L'hydroélectricité est une source d'énergie verte, une énergie renouvelable, puis 97% de l'énergie électrique du Québec provient de l'hydroélectricité. Donc, nous avons chanceux d'avoir ça, mais il y a un envers à la médaille, c'est le problème relié à la méthylation du mercure dans les réservoirs. Donc, plusieurs pourraient se dire « Ah, le mercure, ça fait longtemps qu'on étudie ça, pourquoi c'est encore actuel? » Mais oui, le mercure, c'est encore un sujet actuel parce que c'est le seul contaminant au Québec qui limite la consommation de poissons. Donc, sur différents plans d'eau, on peut retrouver des affiches comme celle-là qui, à l'aide de pastilles de couleur, nous indiquent combien de repas nous devrions manger au maximum pour ne pas subir d'effets de risque à la santé. Puis, étant donné que nous sommes en train de changer le cycle du carbone et que le cycle du carbone est intimement lié au cycle du mercure, il risque d'avoir un changement du cycle du mercure dans le futur à cause des changements climatiques. Par exemple, en Arctique, le pergélisol contient une quantité importante de carbone, puis lié à ce carbone, il y a aussi énormément de mercure. Donc, lorsque le pergélisol va fondre, beaucoup de mercure risque de se retrouver dans l'océan Arctique. Récemment, les membres de notre laboratoire, dont Raphaël, Marc et Jean-François, ont écrit une méta-analyse sur la relation entre le carbone organique dissous et le mercure. Parce que cette relation est très forte, mais peut être variable en différents environnements. Donc, c'est important d'étudier le mercure encore actuellement pour ces relations entre les changements climatiques et le mercure, mais les relations ne sont pas toujours faciles à observer. Entre autres parce qu'il peut y avoir des facteurs confondants. Par exemple, les activités minières artisanales sont la plus grande source de mercure atmosphérique actuellement. Donc, dans ces mines clandestines, les gens utilisent du mercure afin de créer un amalgame avec l'or, puis font chauffer le tout pour que le mercure s'évapore dans l'atmosphère et seulement se retrouver avec l'or. Donc, c'est la plus grande source actuellement de mercure dans l'atmosphère, mais ça, ce n'est pas relié, ce n'est pas une activité reliée au changement climatique. De plus, étant donné que nous tournons vers des énergies vertes, il y a énormément de rivières qui sont fragmentées. Donc, le débit est perturbé, puis on peut les voir en rouge sur cette carte. Puis, ça ne va pas en diminuant, il y a toujours énormément de construction de barrages. Donc, comme je vous ai dit, les réservoirs hydroélectriques, principalement en région nordique, produisent peu de gaz à effet de serre au cours de leur vie, comparativement aux autres énergies renouvelables, puis beaucoup plus faibles que l'électricité provenant d'énergies fossiles.
Mais par contre, les réservoirs tropicaux ont des émissions de gaz à effet de serre très élevées. Puis, une étude dans Nature a montré que ces réservoirs en région tropicale peuvent émettre moins de gaz à effet de serre s'ils sont construits en haute altitude. Puis ça, c'est en fait à cause qu'en altitude, il y a davantage de réservoirs au fil de l'eau ou de petits réservoirs comparativement en faible altitude où on retrouve des grands réservoirs qui produisent beaucoup de carbone organique, de CO2. Donc, heureusement, depuis le début des années 2000, il y a davantage de petits barrages qui sont construits par rapport aux grands barrages. Puis, on voit une tendance à l'augmentation pour les petits barrages à travers le monde. Au Québec aussi, nous avons plusieurs réservoirs centrales au fil de l'eau, même davantage que de grands barrages. 77% des centrales au Québec sont des centrales au fil de l'eau. Puis, ça représente 47% de la production électrique du Québec. Il y a différents types de barrages au fil de l'eau. À gauche, on peut voir des centrales au fil de l'eau où la centrale se retrouve à même la rivière, puis à droite, des centrales qui se retrouvent sur le rivage. Puis en haut, on a une retenue de l'eau par le barrage, puis en bas, un débit davantage respecté. Donc, il y a eu une construction de 2 centrales au fil de l'eau sur la rivière Saint-Maurice en 2008. Donc, près du village de Wemotaci, la réserve amérindienne de Wemotaci, on peut voir la centrale Chute-à-l'Or avant et après la construction. Donc, ce réservoir a inondé 2 km² de surface forestière. Puis, un peu plus en aval, la centrale Rapide des Cœurs, elle, a inondé environ le double de surface forestière, ce qui reste très faible par rapport aux grands réservoirs comme celui de la rivière La-Grande, ceux de la rivière La-Grande, où il y a inondation de milliers de kilomètres carrés. Donc, on ne s'attendait pas à avoir un impact environnemental de ces centrales au fil de l'eau sur le mercure. Mais les concentrations de mercure chez les dorés, les brochets et les perchaudes ont plus que doublé 5 ans après la mise en eau des centrales au fil de l'eau. Puis ici, on a la centrale, le réservoir de Chute-à-l'Or et le réservoir de Rapide des Cœurs. Puis un peu plus en aval, je vous parlerai du réservoir blanc. Donc ici, on présente les concentrations de mercure standardisées. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est qu'on collecte environ une trentaine de poissons. Puis, on mesure le mercure dans ces 30 poissons de différentes tailles. Puis, on trace une régression polynomiale entre les concentrations de mercure dans ces poissons et la longueur de ces poissons. Puis, à l'aide de cette régression polynomiale, on prend la concentration de mercure à une longueur donnée. Donc, ainsi, on peut comparer avec une valeur différents sites et, par exemple, différentes années dans ce cas-ci. Heureusement, les concentrations en 2016, 3 ans plus tard, donc 8 ans après la construction du barrage, ont diminué. Donc, on peut dire qu'aux alentours de 5 ans, on a mesuré les concentrations de mercure qui étaient maximales. Si on compare ça avec les grands réservoirs, c'est après 13 ans qu'on mesure les concentrations maximales dans les poissons. Puis, ça prend environ 30 ans pour que les concentrations retournent à leur niveau normal, naturel. Donc, les objectifs sont de trouver la cause des hautes concentrations de mercure chez les poissons des réservoirs au fil de l'eau de la Saint-Maurice,
puis de raffiner notre compréhension de la biogéochimie du carbone et du mercure dans les grands réservoirs de la rivière. Donc, pour vous situer géographiquement, on se retrouve en Haute-Mauricie, au nord de Trois-Rivières. On peut voir en bas à droite la Tuque et la rivière Saint-Maurice, puis le réservoir blanc ici. Le réservoir blanc a été construit, a été mis en eau aux alentours de 1930, puis c'est un grand réservoir qui a des fluctuations importantes du niveau de l'eau afin de régulariser le débit de la Saint-Maurice. Donc, ces fortes fluctuations du niveau d'eau peuvent influencer la méthylation du mercure. Puis, un peu plus en amont, on retrouve la centrale rapide des Cœurs, la centrale Chute-à-l'Or, près du village de Wemotaci. Puis, je vous montre ici une map un peu plus précise avec, encore une fois, le réservoir blanc, le réservoir rapide des Cœurs, puis nos secteurs références en amont. Puis, dans l'encadré, on retrouve la centrale Chute-à-l'Or avec son réservoir. Puis, en bleu foncé, on voit les zones inondées. Puis, un peu plus en amont, il y a le secteur des chenaux construits. Hydro-Québec a creusé des chenaux pour favoriser la biodiversité. Mais des chenaux construits peut être un site de méthylation du mercure aussi. Il y a eu un important feu de forêt de 200 km² près de Wemotaci et de la centrale Chute-à-l'Or en 2010, donc 2 ans après la mise en eau des deux réservoirs, des deux centrales. Mais heureusement, la croix du village a protégé le village contre le feu. Donc, les coupes forestières, elles, sont très actives près de la centrale rapide des Cœurs. Donc, ça aussi, ça peut entraîner une mobilisation du carbone et du mercure vers la rivière. Puis jusque dans les années 90, il y avait des pitounes qui circulaient encore sur la rivière. Donc, les deux hypothèses principales ici sont que les canaux aménagés sont un secteur important de méthylation du mercure et responsable de la contamination des poissons des réservoirs. Puis la deuxième hypothèse est que les perturbations du paysage, les coupes, le feu, érosion, ont apporté au système de la matière organique, du mercure et des conditions favorables à sa méthylation. Excusez-moi. Donc, nos premiers résultats montrent que les concentrations de mercure chez les brochets et les perches chaudes, ici je ne montre pas les résultats des perches chaudes, mais les concentrations de mercure dans les chenaux construits sont en dessous des valeurs des zones témoins. De plus, les concentrations de mercure dans les sédiments des chenaux construits sont parmi les plus faibles mesurés. Donc, ces deux résultats nous suggèrent que les chenaux construits ne seraient pas une source importante de mercure pour la communauté des deux autres réservoirs. Donc, concernant les perturbations du paysage, si nous avons de la matière organique qui est apportée du bassin versant vers la rivière à cause des différentes perturbations, cette matière organique, qui, retenons bien, contient 50% de carbone environ. Donc, lorsque je vous parle de matière organique, c'est toujours, bien sûr, du carbone organique. Donc, cette matière organique peut être décomposée par des bactéries en milieu anaérobique qui contiennent le gène HGCAB. Puis, ces bactéries sont étudiées par Lise, Maxime et Véronica, mais ce ne sera pas le sujet de cette présentation. Donc, ces bactéries peuvent transformer le mercure en méthylmercure, puis ensuite, le méthylmercure peut être transféré le long des chaînes alimentaires. Donc, retenez que la matière organique, le mercure a une très forte affinité pour la matière organique. Donc, lorsqu'on trouve la matière organique, il y a très fortement, il y a
probablement du mercure de lièvre. Donc, l'étude de la thèse de maîtrise de Lise nous montre ici qu'effectivement, en amont des barrages, il y a davantage de matière organique dans les sédiments qu'en aval. Puis on observe le même patron pour les concentrations de mercure dans les sédiments, de mercure total et de méthylmercure. Donc, étant donné qu'on voit les mêmes patrons, on devrait voir de très bonnes corrélations entre ces variables. Et effectivement, le mercure total et le méthylmercure est très bien corrélé avec les pourcentages de matière organique dans les sédiments. On est allé un peu plus loin dans la caractérisation du carbone de ces sédiments, puis à l'aide du ratio carbone-azote. Puis un faible ratio nous indique une matière organique qui est autochtone, donc de production algale. Puis un ratio plus élevé nous indique qu'on est en présence d'une matière organique alloctone, donc plus terrigène, qui provient du bassin versant. Puis on voit ici que les proportions de méthylmercure qui sont les plus élevées dans les sédiments sont les sites où est-ce qu'on retrouve le plus grand ratio carbone-azote, donc la matière organique alloctone. Donc, les résultats de Lise nous montrent que les perturbations du paysage, de concert avec les barrages, augmentent la contamination en mercure et en méthylmercure des sédiments. Puis lorsque cette matière organique est décomposée, il y a formation de dioxyde de carbone et de méthane. Effectivement, nous avons vu que les concentrations de dioxyde de carbone dans l'eau sont intimement reliées avec les proportions de méthylmercure dissous dans l'eau. Donc, la dégradation de la matière organique est corrélée au potentiel de méthylation du mercure. Puis, lorsqu'on a davantage de dégradation de matière organique, on a une signature isotopique du CO2 qui diminue. Je m'explique. La matière organique, pour si dégradée, le CO2 produit a aussi une signature isotopique de moins 27 pour 1000. Mais le CO2 atmosphérique, donc le CO2 qu'on retrouve dans l'eau, est un mélange entre le CO2 qui provient du recyclage de la matière organique et du CO2 atmosphérique. Donc, dans notre cas, on retrouve une signature isotopique du CO2 dans l'eau qui correspond à de moins 14 à moins 21 pour 1000. Si une algue ou le périphyton absorbe ce CO2 qui a une signature de moins 14 à moins 21, ces producteurs primaires fractionnent davantage les isotopes de carbone de moins 15 pour 1000. Donc, on se retrouverait avec du carbone biogénique qui a une signature isotopique de moins 14, moins 15, moins 29 et de moins 21, moins 15, moins 36. Donc, dans ce range de signature isotopique. Puis, c'est ce qu'on observe environ ici, c'est que la signature isotopique de carbone des organismes, ici des invertébrés qu'on a collectés, puis des poissons de faible niveau trophique, une signature isotopique qui se retrouve autour de cela. Mais aux extrêmes, on a des signatures isotopiques plus négatives, donc où est-ce qu'il y aurait un recyclage de matière organique plus important et du même coup, une production de méthylmercure importante comparativement aux sites qui se retrouvent à droite ou aux organismes qui se retrouvent à droite qui ont probablement consommé des algues ou du périphyton qui a absorbé du CO2 qui provenait davantage de sources
atmosphérique. Donc, une autre façon de regarder ça, c'est de comparer les moyennes des signatures isotopiques de carbone chez tous nos poissons des différents sites. Puis on voit que les poissons dans des sites inondés, comme le réservoir Chute-à-l'Or, Rapide des Cœurs, le réservoir Blanc et les chenaux construits, ont une signature isotopique de carbone plus faible que dans les autres sites. Donc, l'isotope stable de l'azote est tout de même la meilleure façon de prédire le méthylmercure dans les organismes parce que la signature isotopique de l'azote nous indique le niveau trophique des organismes. Puis, on sait très bien que les concentrations de méthylmercure augmentent plus on se retrouve haut dans la chaîne alimentaire. Donc, seulement l'isotope stable de l'azote permet de prédire très bien les concentrations de méthylmercure dans nos organismes, mais nous avons inclus l'isotope stable de carbone dans un modèle linéaire mixte. Puis, à l'aide de cet ajout, nous arrivons à prédire de façon plus précise les concentrations de méthylmercure dans les organismes étudiés. Donc, en conclusion, pour ce premier objectif, les perturbations du paysage, de pair avec les barrages au fil de l'eau, ont entraîné une accumulation de matière organique et de mercure dans les sédiments en amont des nouveaux barrages de la Saint-Maurice. La dégradation de la matière organique alloctone est la principale raison qui a entraîné une hausse des concentrations de méthylmercure dans l'eau, les sédiments et les organismes. Les concentrations de dioxyde de carbone dans l'eau et les signatures isotopiques de carbone du CO2 dissous et des organismes nous ont permis de suivre cette dégradation de la matière organique et la méthylation du mercure. Donc, le deuxième objectif était de raffiner notre compréhension de la biogéochimie du carbone et du mercure dans la rivière romaine. Cette étude fait partie d'un article écrit par Jérémy qui a été accepté récemment dans Water Resources Research. Donc, on voit le bassin versant de la rivière romaine. Puis, la rivière romaine s'écoule à Havre-Saint-Pierre, près des archipels de Maine. Il y a 4 réservoirs qui ont été inondés successivement, de 2014 à 2020. Puis, ces différents réservoirs ont des temps de rétention d'eau différents. Puis, la plus grande différence est au niveau de Romaine 1, où c'est davantage considéré comme un réservoir au fil de l'eau, avec un temps de rétention de 6 jours. Donc, il y a eu un effort considérable d'échantillonnage ici. On a échantillonné pendant 3 années, puis pendant l'année 2017, on a échantillonné au mois de juin et au mois d'août. Puis à chaque campagne, on récoltait de l'eau pour plus de 70 sites et on a mesuré différents paramètres physico-chimiques, dont le mercure total, le méthylmercure, les gaz, les nutriments, les métaux, la matière organique dissoute et la fluorescence de cette matière organique dissoute. On a fait ça dans un éventail de systèmes comme la rivière en amont et en aval des barrages, des réservoirs, et dans le chenal principal, et dans des baies inondées, ainsi que dans des lacs contrôle et de l'eau interstitielle de sol. Avant de continuer avant de présenter les résultats, je voudrais vous mentionner que différents facteurs physico-chimiques peuvent influencer la méthylation du mercure, comme par exemple une température plus élevée peut augmenter l'activité microbienne, donc la méthylation du mercure. Les pH faibles peuvent favoriser la mobilité du mercure, donc sa prise en charge par les micro-organismes et sa méthylation. Le sulfate, quant à lui, peut augmenter l'activité des bactéries sulfato-réductrices qui sont en partie responsables de la méthylation du mercure. Les concentrations de matière organique dissous, elles,
influencent les concentrations de mercure dissous à cause de leur forte affinité et donc influencent aussi la prise en charge biologique de mercure. Puis, la qualité de la matière organique a été démontrée comme un facteur influençant aussi la méthylation. Donc, nous avons, à l'aide d'une analyse en composantes principales, exploré nos résultats des différents paramètres physico-chimiques. Puis, on a observé, premièrement, que les concentrations de mercure totales n'étaient pas corrélées avec les concentrations de méthylmercure. En fait, on a été tout de même étonné de voir que les concentrations de mercure totales étaient stables sur tout le complexe hydroélectrique et que les réservoirs n'ont pas remobilisé une quantité de carbone importante et de mercure. Mais par contre, les concentrations de méthylmercure variaient et étaient beaucoup plus élevées dans les réservoirs. Afin de caractériser le carbone, nous avons encore une fois mesuré le CO2, le méthane et cette fois différentes composantes de la matière organique à l'aide d'une analyse parafac de la fluorescence de la matière organique. Donc ça nous permet d'obtenir des fractions de carbone terrestre et des fractions de carbone davantage protéiniques, autochtones ou de production algale. Donc le mercure total, lui, était davantage corrélé avec les fractions terrestres de la matière organique dissous et les concentrations totales de carbone organique dissous. Tandis qu'encore une fois, comme dans la Saint-Maurice, les concentrations de méthylmercure étaient fortement corrélées avec les concentrations de CO2 dans l'eau. C'était la variable prédictive qui était la meilleure pour le méthylmercure. Contrairement à nos attentes, la température n'était pas corrélée avec les concentrations de méthylmercure. Pourquoi? Parce que les concentrations de méthylmercure étaient plus élevées au printemps qu'au mois d'août. C'est en fait un processus qui s'est passé sous la glace pendant l'hiver, qui a entraîné ces fortes concentrations de méthylmercure au printemps. Donc, les conditions hypoxiques sous la glace ont soit créé des conditions favorables à la méthylation ou un relargage de méthylmercure des sédiments vers la colonne d'eau. Donc, en conclusion générale, les centrales au fil de l'eau sont prometteuses afin de réduire les gaz à effet de serre de l'industrie hydroélectrique. Mais la relation entre matière organique et mercure doit être suivie. Parce que malgré qu'on se retrouve en présence d'un barrage au fil de l'eau qui est âgé, les perturbations du paysage peuvent amener de la matière organique au système. Puis influencer la méthylation. Deux systèmes de la matière organique a été relié indirectement à la méthylation du mercure et peut être suivi à l'aide du CO2 dissous dans l'eau et des signatures isotopiques de carbone, du CO2 et des organismes. Puis, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des réservoirs, l'industrie hydroélectrique pourrait faire une pierre deux coups et possiblement réduire la formation de méthylmercure. J'aimerais remercier tous les membres du labo de Marc Amiot, particulièrement Tania et Kimberly, qui nous ont aidés sur le terrain. Puis les différents stagiaires qui ont participé au terrain, aux analyses et au traitement des résultats. Puis les techniciens Dominique, Cathy et Marie. Et bien sûr, les organismes privés et publics. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Yes, merci Dominique. Ça a bien été. Félicitations. C'était vraiment intéressant. J'avais hâte de voir cette présentation-là. Donc, je vais laisser les gens soit... j'arrive pas à voir si les gens lèvent la main, mais si vous voulez poser une question verbalement, peut-être l'écrire dans le clavardage pour que je vous voie et qu'on vous cède la parole. Vous pouvez aussi écrire vos questions telles quelles dans le clavardage, encore une fois. Ceux qui ne voient pas le clavardage, c'est au bas de l'écran. Il y a clavardage ou chat pour ceux qui sont en anglais. Et ça va vous ouvrir la boîte de communication.
Mais d'emblée, vite, vite, c'est quoi la définition d'activité minière artisanale? Euh, je crois que c'est toute activité minière qui n'est pas supervisée par une compagnie privée. OK, donc il n'y en a pas vraiment au Québec. Non, je pense pas. Non, c'est ça. OK. C'est bon, je n'étais pas sûre. Puis là, c'est quoi la suite du projet pendant que les gens posent leurs questions dans le chat? Là, on va faire une demande d'alliance pour un autre 4 ans avec Hydro-Québec. Puis, ça va être, entre autres, de suivre les 10 barrages de la Saint-Maurice. Parce qu'il y en a 2 qui ont été construits en 2008, mais il y en a 8 autres qui sont assez âgés. Fait que là, on se demande justement si on veut étudier les perturbations du paysage sur tout le long de la rivière pour voir s'ils ont effectivement une influence sur la méthylation du mercure. Puis, OK. à part de ça, on va étudier le phénomène sous la glace à la romaine. On va suivre la romaine pendant encore plusieurs années pour suivre l'évolution temporelle. Puis, on va étudier le mercure dans la transition estuarienne du fleuve Saint-Laurent et de différentes rivières pour voir l'effet de la salinité sur la spéciation du mercure. Puis aussi, on va étudier une centrale au fil de l'eau qui va être construite à Inukjuak, dans le pergélisol. Donc, ça, c'est pas fait encore. On va déposer la demande bientôt. Mais ça risque d'être très intéressant. Oui, tu nous feras une autre présentation sur le sujet. Ça va être vraiment, effectivement, vous avez beaucoup de projets à venir. C'est quoi les suivis qui sont obligatoires pour les barrages par Hydro-Québec concernant le mercure? Il y a sûrement quelque chose qu'ils doivent systématiquement faire à tous les barrages. C'est le suivi des concentrations de mercure dans les poissons. Ça, c'est le principal suivi qu'ils font. Puis, le suivi sur les gaz à effet de serre, je ne sais pas si c'est... Je pense pas que ça soit obligatoire, mais ils le font. Donc, à chaque 3 ans après la construction d'un barrage, ils font des pêches assez intensives pour mesurer le mercure dans les poissons. Puis, on profite un peu de ces échantillons-là en parallèle pour faire des recherches plus poussées. Parfait. Manon Sorel demande dans le clavardage pourquoi les réservoirs tropicaux émettent autant de gaz à effet de serre en comparaison aux autres activités hydroélectriques? Dans les réservoirs tropicaux, c'est qu'il y a beaucoup plus de biomasse inondée. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est qu'il fait très chaud. Donc, davantage d'activité microbienne. Puis, étant donné qu'il fait chaud, puis qu'il y a davantage d'activité microbienne, il y a aussi production de méthane. Il y a production de méthane dans les réservoirs boréaux aussi, mais c'est beaucoup plus important dans ces cas-ci à cause qu'il y a un oxy. Donc, le méthane est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Sachant ça, est-ce qu'ils ont aussi plus de problèmes de méthylmercure dans les régions tropicales? Oui, les concentrations sont plus élevées. À peu près du double. Wow, OK. Manon demande dans la même veine, est-ce que donc le caractère plus vert de l'hydroélectricité est dépendant du climat, justement? Est-ce que c'est aussi avantageux d'avoir de l'hydroélectricité dans les régions tropicales? Ben là, ça allait... c'est dur de répondre à ça. Mais je leur proposerais peut-être de faire des barrages au fil de l'eau, plus en altitude. Puis, c'est ce que les études récentes montrent. Puis, peut-être que les réservoirs en basse altitude sont effectivement pas recommandés. Mais j'ai de la misère à me prononcer là-dessus. Émilien demande si vous avez tenté de corréler le phosphore avec la méthylation, comme ça a été fait dans les années 80-90.
Dans la Saint-Maurice, on voit une relation assez forte avec le phosphore et le méthylmercure. Oui, c'est le cas. Puis, on a observé aussi que, en fait, la dégradation de la matière organique était aussi reliée à un relargage de phosphore dans l'eau, ce qui peut aussi stimuler l'activité microbiologique. Est-ce que le phosphore, c'est parmi les paramètres que vous regardez systématiquement? Oui, toujours. OK. Phosphore, azote. Dominique, j'ai posé quelques questions directement à toi dans le chat. J'aurais peut-être dû les donner à tout le monde. Je vais aller voir. Des questions simples. Ah, dans mon chat privé? Ah, OK. Seulement une, hein? Oui, OK. Est-ce que les concentrations de mercure dans les poissons ont été mesurées dans le muscle ou le foie, ou les deux? Et si les deux, lequel est le plus élevé? Hydro-Québec, lorsqu'ils font leur échantillonnage intensif de poissons, prennent des échantillons de muscles. C'est davantage représentatif pour la consommation humaine. Puis, nous, de notre côté, on a fait, Kimberly Desjardins fait son doctorat sur, entre autres, le fractionnement subcellulaire du mercure dans les foies de brochets. Donc, pour certains échantillons, on a mesuré le mercure dans le muscle et le foie. Et les concentrations sont assez similaires comparativement à plusieurs autres métaux comme le cadmium, zinc, cuivre, où les concentrations sont vraiment plus élevées dans le foie que dans le muscle. Dans le cas du mercure, c'est plutôt similaire. Est-ce que le seuil pour la consommation est dépassé dans certains poissons pour les barrages au fil de l'eau? Oui. Ouais, le seuil est, pour les poissons commerciaux, le seuil est de 0,5 microgrammes par gramme de poids humide. Puis là, dans le cas des concentrations standardisées, on se retrouvait à des concentrations d'environ 1 point quelques. Donc, pour cette taille de poisson-là, on excédait ce seuil. Puis, bien sûr, pour des petits poissons, ben là, ça allait souvent en dessous du seuil. Puis, on avait des monstres avec des concentrations très élevées. Mais pour la concentration standardisée, qui est comme la moyenne de qu'est-ce que les gens mangent, oui, on dépassait. Malheureusement, ça a diminué. Est-ce que vos projets impliquent les Premières Nations? Dans cette phase 1 du projet, ils n'étaient pas impliqués directement au projet, mais dans la phase 2, c'est carrément un projet construit avec eux. Avec les Atikamekw de Wemotaci, on les a inclus à partir du début de la création de la subvention, puis avec les Inuits de la Romaine, puis Inergex qui travaille qui va construire le barrage à Inukjuak, sont en collaboration très serrée avec les Inuits. Donc, c'est vraiment une de nos priorités pour la phase 2. Est-ce qu'il y aurait d'autres? Est-ce que ça fait le tour des questions que tu avais reçues en privé? Oui. Parfait. Patrice et Manon font dire un gros merci dans le clavardage commun. S'il n'y a pas plus de questions, je crois que Patrice, voulais-tu dire le mot de la fin? Ah, pourquoi pas, bien sûr. Merci beaucoup. On a eu quand même beaucoup de monde qui ont fréquenté ce séminaire. C'était tellement intéressant. Puis ça paraît que tu maîtrises ton dossier assez solidement. Là. Tu sais, toutes tes présentations générales comme ça, en parlant justement des. Moi aussi, j'ai accroché beaucoup sur les barrages hydroélectriques des régions tropicales. Quelqu'un d'ailleurs qui parlait dans le chat et qui disait que le caractère vert de l'hydroélectricité est climat dépendant.
J'avais jamais pensé à ça, là, mais c'est une révélation quand même dans cette présentation. Oui, c'est super intéressant. Vraiment. Tu as étudié davantage, je pense. Oh, on a un nouveau message. Non, mais c'est ça, c'est pour dire merci Isbat. Donc, merci beaucoup, Dominique. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Oui. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous accueillir pour notre prochain séminaire dans 2 semaines. Un instant, je vous dis, on ne l'a pas encore posté. Donc, nouvelle à suivre dans les prochains jours. Vous allez recevoir de l'information. Merci beaucoup de nous suivre. Bonne semaine, puis on se revoit dans 2 semaines.